Lors de la réunion de famille, devant 52 proches, ma mère a levé son verre, a pointé ma sœur du doigt et a dit « Voici l'enfant qui a toujours aimé sa famille ». Puis elle m'a regardé et a ajouté « Elle n'a jamais rien fait pour aider. J'avais payé leur prêt immobilier, leurs factures médicales, leurs charges et leurs frais de scolarité pendant 9 ans. Je n'ai rien dit. Je suis simplement parti. » Le lendemain matin, j'avais 38 appels en absence. Devant 52 personnes, au milieu du tintement des verres et de l'odeur du barbecue qui flottait dans le jardin, ma mère s'est levée, a levé son verre de vin blanc et s'est tournée vers ma jeune sœur avec un regard fier et rayonnant. « Voici la fille qui a toujours aimé sa famille. » Puis elle s'est tournée vers moi, sans colère, sans amertume, juste un léger coup d'œil suivi d'un très léger sourire, presque poli. Et celle-là, elle n'a jamais rien fait pour aider. Personne n'a rien dit, pas de rire nerveux, pas de regard de désapprobation, juste le bruit des glaçons qui s'entrechoquaient dans les verres et moi, déglutissant avec difficulté, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Bienvenue dans les cendres familiales, là où les secrets de famille sont cachés ou mis au feu pour être réduits en cendres. Et les gens que vous pensiez être vôtres sont parfois les premiers à allumer la mèche. Si un jour vous découvriez que votre propre famille vous avait effacé discrètement de son histoire après toutes les années que vous aviez sacrifiées, portées, endurées, que feriez-vous? Resteriez-vous silencieux pour préserver la paix du dîner? Ou vous lèveriez-vous pour partir et ne jamais revenir? Laissez un commentaire si vous vous êtes déjà senti comme ça. Aimez la vidéo si quelque chose dans cette histoire vous semble un peu trop familier. Et si vous pensez que quelqu'un que vous connaissez a besoin d'entendre ça, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les tranches de vie brute de ce que les gens osent encore appeler une famille. Je m'appelle Nathalie Harris. 36 ans. Je vis seul dans un appartement de 2 chambres à Denver, Colorado. L'endroit n'est pas grand, mais il est assez calme pour que j'entende la machine à café tous les matins et assez privé pour que personne ne sache qui j'ai d'où ce que je porte. Je travaille comme auditrice pour une société financière de taille moyenne. Ce n'est pas glamour, pas digne d'un magazine, mais assez pour vivre, pour économiser et pour prendre soin de toute une famille avec laquelle je ne vis plus depuis plus de 10 ans. Pendant 9 ans, j'ai tout couvert discrètement. Le prêt immobilier de la maison vieillissante de mes parents à Aurora, les factures d'électricité et d'eau, les frais médicaux de mon père quand il a glissé dans le jardin l'année dernière, et même les frais de scolarité de Chloé, ma sœur cadette, quand elle a décidé de se redécouvrir en retournant à l'école pour apprendre à fabriquer des bougies artisanales après avoir abandonné sa certification de yoga. Personne n'a demandé. Personne n'a refusé. Ils ont simplement reçu. Et moi, pour des raisons que je ne cherche plus à expliquer, j'ai simplement continué à envoyer de l'argent, encore et encore, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Chloé a 4 ans de moins que moi. Cheveux blonds ondulés, une voix douce comme de la crème fouettée. C'est le genre de personne dont on dit qu'elle a une énergie apaisante. Elle a touché un peu à tout. Yoga, comédie, puis elle est retournée vivre chez nos parents pour ouvrir une boutique de bougies dans leur garage. À un moment, elle a essayé de peindre de l'art abstrait pour le vendre en ligne, mais la plupart du temps, elle vit d'affirmations, de cadres photos faits main et de la conviction qu'avec assez d'amour, tout finira par s'arranger. Je ne déteste pas Chloé. Honnêtement, non. Je croyais juste que tout le monde dans la famille faisait sa part pour maintenir les choses à flot, mais il s'avère que certains rôles sont plus faciles à aimer que d'autres. Et certaines personnes, comme moi, ne sont pas rappelées pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles n'ont pas fait, comme le fait de ne pas être sur un collage photo. Le chalet était niché près de Bear Lake, entouré de pins baignés de soleil dans l'Utah. Il l'avait utilisé des années auparavant pour le mariage d'un lointain cousin, et à nouveau pour quelques-unes de ces réunions du type « mangeons ensemble », faisons semblant de nous apprécier. Cette année, ils l'ont choisi à nouveau. Près de 50 personnes sont venues, comme une volée d'oiseaux migrateurs. Certains ont conduit 10 heures depuis le Nevada. D'autres ont apporté des chiens, des tentes, et même des ventilateurs. Les adultes préparaient la nourriture. Les enfants couraient partout en donnant des coups de pied dans des canettes de soda. Il y avait de la musique country qui s'échappait d'une enceinte Bluetooth, de longues tables avec des nappes à carreaux rouges et blancs, et un saladier de salade de pommes de terre auquel personne n'a touché 2 fois. J'étais un peu en retard, 15 minutes après l'heure du début. Pas à cause du trafic, pas parce que j'avais oublié. Je suis juste resté dans ma voiture un peu plus longtemps que d'habitude, hésitante, fixant le panneau en bois grossièrement peint qui disait « Bienvenue à la famille Harris ». J'y ai vu mon nom, générique, invisible, et j'ai pensé
peut-être que cette année sera différente. Peut-être que cette fois, je serai accueilli comme un vrai membre du groupe, pas seulement comme le portefeuille sur pattes. J'avais apporté une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une carte cadeau pour un dîner chez Liardan, un restaurant français au cœur du centre-ville de Denver. Le genre d'endroit dont mes parents disaient toujours, un jour, nous irons. Chaque fois que nous passions devant, ils ne réservaient jamais. Parfois c'était trop cher. Parfois, c'était l'emploi du temps de Chloé. J'avais fait la réservation 3 semaines à l'avance, demandé la table près de la fenêtre donnant sur une tonnelle de vigne, et demandé au restaurant de préparer un petit vase de lavande pour la table. Le cadeau n'était pas extravagant, pas accent grave-l'œil, mais j'ai pensé que peut-être cette fois, juste pour une fois, ça les ferait sourire sincèrement. J'ai aperçu Chloé de l'autre côté de la pelouse. Robe blanche, cheveux détachés, souriant à tout le monde comme si elle sortait d'une campagne pour un mode de vie conscient. Elle tenait un cadeau emballé dans du papier de soie doré avec un ruban de satin. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Chloé avait toujours un cadeau. Chloé savait toujours comment arriver au bon moment, rire au bon volume, faire des câlins juste assez longs pour que les gens croient que tout irait bien. J'ai glissé discrètement mon enveloppe sous l'assiette de mes parents. Pas d'annonce, pas de fanfare, exactement comme j'avais fait tout le reste pendant près d'une décennie. Au dîner, ils ont sorti un barbecue de style sudiste, du maïs grillé, des haricots au four et ce pain sucré que j'ai toujours trouvé trop fade. L'air était rempli de rire, de verres qui s'entrechoquaient et donc la moitié ivre racontant des histoires à moitié oubliées. J'ai commencé à penser que j'avais peut-être eu tort de douter. Que peut-être, cette fois, tout irait bien. Puis Chloé s'est levée. Quelqu'un lui a tendu un micro. Je ne sais pas qui ni pourquoi, mais la façon dont elle l'a pris, comme si sa main avait attendu ce moment, disait tout. Elle a souri doucement. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit, mais j'ai un petit cadeau pour nos parents. Sa voix était douce et posée, le genre que les gens aiment entendre dans les vidéos de motivation. Elle a déballé le papier et j'ai vu le cadre, un collage de photos. Des images soigneusement choisies. Un anniversaire sur la plage, Noël dans le salon, une photo prise sur le vif depuis le balcon de la maison. Mes parents et Chloé, tous souriants, les bras les uns autour des autres. Je n'étais sur aucune d'entre elles, ni au centre, ni sur le côté, ni même coupée au montage, simplement absente. Ma mère a pris le cadre à 2 mains, comme si elle tenait quelque chose de sacré. Elle l'a regardé longuement. Puis elle s'est levée, a levé son verre à hauteur de poitrine, sa voix claire et pleine d'émotion. Voici la fille qui a toujours aimé sa famille. La table a applaudi. Quelques « oh » dispersés. Je suis restée assise, immobile, regardant mes mains se crisper en poing sur mes genoux. Puis ma mère s'est tournée vers moi. Pas fort, pas en colère, juste calme, presque sereine. Et celle-là, elle n'a jamais rien fait pour aider. Je ne me souviens pas de ce que les autres ont dit après ça. Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Quelqu'un s'est raclé la gorge, mais personne n'a parlé. Personne n'a demandé de clarification. Personne n'a eu l'air confus. Juste moi, assise là, ayant froid en plein mois de juillet. Je me suis levé. Je n'ai pas frappé la table. Je n'ai pas jeté un verre de vin. Je n'ai pas offert un adieu dramatique. Je me suis simplement levé. De la manière dont on quitte un dîner où l'on n'a jamais vraiment été invité. Ma chaise a fait un bruit sourd quand je l'ai repoussée. Assez pour que quelques personnes se tournent vers moi, mais personne ne m'a arrêté. Personne n'a crié mon nom. Aucun regard ne s'est écarquillé d'inquiétude ou de regret. Comme s'ils avaient tous attendu ce moment. Le moment où je partirais discrètement pour qu'ils puissent retourner à la version plus simple de la soirée, celle où personne n'aurait à reconnaître que j'avais vraiment été là. J'ai dépassé les rangées de tables pliantes, les plateaux de nourriture qui refroidissaient, les rires de parents qui ne se souvenaient même pas où j'avais fait mon école primaire, j'ai dépassé ma sœur, la tête baissée dans une fausse gêne, sa main reposant encore légèrement sur l'épaule de maman comme un sceau d'approbation. Je ne les ai pas regardés, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je savais que si je me retournais, je verrais mon propre visage se refléter dans leurs yeux comme quelque chose d'inutile. Et j'étais trop fatigué pour continuer à prétendre que j'avais ma place. Ma voiture était garée près de la lisière des bois, sous une parcelle de marronniers secs. J'ai ouvert la portière, me suis glissé sur le siège conducteur, mais je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. J'ai posé mes mains sur le volant,
fixant à travers le pare-brise la lueur des guirlandes lumineuses jaunes qui scintillaient encore au loin. De minuscules points dans une image dont je n'étais jamais censé faire partie. Je suis resté assise là, 5 minutes, puis 10. Je n'ai pas pleuré, je n'ai appelé personne. Je suis juste resté immobile, comme si j'essayais d'enseigner à mon corps, à partir de maintenant, nous ne reviendrons pas en arrière. Sur la route du retour vers Denver, je n'ai pas allumé la radio. Pas de podcast, pas de musique de fond, rien. J'ai laissé le bruit du moteur être la seule chose à remplir le silence. Et dans ce silence, les chiffres ont commencé à apparaître, comme un bilan sans fin. Pas sur l'écran d'un client, mais dans ma propre mémoire. 980 $ par mois pour le prêt immobilier, depuis que mon père a perdu son emploi en 2014 jusqu'à ce qu'il en trouve un à temps partiel à la bibliothèque municipale. 120 $ chaque fois que Chloé avait besoin d'un prêt rapide pour couvrir les frais de scolarité de son cours de fabrication de bougies ou pour acheter des fournitures afin de relancer sa boutique Etsy. 3000 $ pour la chirurgie ambulatoire de ma mère que l'assurance n'a pas couverte parce qu'elle avait oublié de la renouveler. 160 $ par mois pour la carte d'essence à mon nom pour qu'il puisse faire 3 pleins par semaine. Certains mois, je payais l'assurance auto, la réparation du toit après une tempête. Une fois, Chloé a pleuré au téléphone parce que des frais de scolarité impayés l'empêchaient de s'inscrire à la session suivante. J'ai viré l'argent en moins de 10 minutes. Quand j'ai tout additionné, les grandes choses et les petites que je n'ai jamais suivies, le total dépassait 148 000 $. Tout cela en silence. Tout cela invisible. Pas un seul merci officiel. Pas une seule carte. Pas une seule fois quelqu'un n'a dit « Tu as empêché toute cette famille de s'effondrer ». Quand je suis rentré dans mon appartement, je n'ai pas allumé les lumières. J'ai enlevé mes chaussures, suis allé directement à la cuisine, me suis versé un verre d'eau et suis resté là longtemps, la main posée sur le comptoir en granit comme si le sol pouvait soudainement céder sous moi. Je ne me sentais pas en colère. Je pensais que je pourrais ressentir une vive douleur, peut-être de la honte, peut-être de la déception, mais non. Je me sentais juste, fini, comme si quelqu'un venait de débrancher une prise du mur et que tout, y compris les émotions, s'était éteint. Je suis allé dans le salon et j'ai ouvert mon ordinateur portable, pas pour écrire quoi que ce soit. Je me suis simplement connecté à mes comptes bancaires, un par un. J'ai arrêté le virement automatique pour le prêt immobilier de mes parents. J'ai annulé la carte de crédit secondaire que ma mère utilisait pour réserver ses vacances de fin d'année. J'ai fermé le compte des services publics à mon nom, celui que j'avais payé discrètement pendant 8 ans parce qu'ils avaient dû oublier à nouveau. J'ai révoqué l'accès au compte partagé que Chloé utilisait pour faire des achats sur Amazon pendant les grandes soldes. J'ai coupé la carte d'essence. J'ai changé le mot de passe de l'email qui contenait tous mes identifiants financiers, celui que ma mère avait un jour emprunté et jamais rendu. Tout, propre, définitif, sans hésitation, sans annonce. Je ne l'ai pas fait par dépit. Je ne voulais pas qu'il souffre. Je l'ai fait parce que j'ai compris, de manière limpide, que si j'avais été effacé de leur histoire si facilement, je n'avais pas besoin de continuer à financer un rôle qui n'existait plus. Je n'avais aucune raison de continuer à faire tourner la machine si j'avais déjà été retiré de la liste des contributeurs reconnus. Je n'ai jamais voulu de louange, jamais demandé la gloire. Je voulais juste qu'on reconnaisse que j'étais là, que j'existais, que si quelqu'un avait empêché ce toit de s'effondrer, le moins qu'il pouvait faire était de ne pas dire que je n'avais jamais rien fait. Cette nuit-là, j'ai pris une douche plus longue que d'habitude. Pas parce que j'étais épuisé, mais parce que c'était la première fois que je ne ressentais pas le besoin de vérifier mon téléphone pour voir si quelqu'un avait demandé si l'argent était bien arrivé. Je me suis glissé dans mon lit, j'ai réglé mon réveil 2 heures plus tard que la normale et j'ai dormi. Pas d'agitation, pas de rêve, pas de réveil au milieu de la nuit avec cette anxiété rampante d'avoir oublié d'envoyer un paiement. J'ai dormi comme quelqu'un qui, pour la première fois en 9 ans, pouvait simplement être une personne, et non un distributeur automatique de billets humains avec des sentiments. Et le plus étrange, c'est que je ne me sentais pas coupable. J'étais dans la cuisine quand la sonnette a retenti. Pas de manière urgente ou frénétique, juste un long et ferme carillon, comme si la personne à l'extérieur savait exactement ce qu'elle attendait. Je ne suis pas allé tout de suite. Je suis resté immobile, tenant toujours le verre d'eau que je n'avais pas fini, regardant à travers la petite fenêtre à rideau près du micro-ondes. La journée était pâle et couverte, mais les silhouettes des 2 personnes sur le porche étaient claires comme le jour. Ma mère, silhouette élancée, enveloppée dans le cardigan beige clair qu'elle portait toujours quand elle voulait paraître fragile, méritant le pardon.
Ses cheveux étaient détachés, ses ballerines couleur crème usées au talon. Mon père se tenait légèrement derrière elle, les mains dans les poches, les épaules affaissées. En les regardant de l'intérieur de ma maison, je n'ai pas ressenti de colère, juste de la distance, comme si les deux personnes qui m'avaient donné naissance et m'avaient appelé leur fille pendant plus de 30 ans se tenaient maintenant dehors, demandant la permission d'entrer dans la maison d'une étrangère. Je suis allé ouvrir la porte. Je n'ai pas mis la chaîne de sécurité, je n'ai pas allumé la lumière du porche. Nous sommes juste restés là, moi dans l'embrasure de la porte, eux sous la lumière du jour. Pouvons-nous parler un instant, commença ma mère, sa voix plus basse que dans mon souvenir. Elle ne souriait pas, n'essayait pas de donner un ton léger. Il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux, comme si elle n'était pas sûre que j'allais leur claquer la porte au nez. Je veux juste clarifier un malentendu. Je me suis appuyé doucement contre le cadre de la porte, les bras croisés sur ma poitrine, la regardant droit dans les yeux. Nous pouvons parler ici même. Je ne les ai pas invités à entrer. Pas parce que je voulais leur faire honte, mais parce que je ne pouvais pas les laisser entrer dans le seul espace qui avait été mon unique refuge, loin des demandes, des appels de minuit, des emails intitulés « Urgent, ne peut pas attendre demain ». C'était l'espace que je m'étais construit, et ils en étaient sortis le soir où ma mère avait levé son verre, pointé Chloé du doigt et m'avait effacé de la famille en une seule phrase. Ma mère a regardé autour d'elle avec hésitation. Cette posture timide, je l'avais vue de nombreuses fois auparavant, chaque fois qu'elle voulait s'excuser sans vraiment admettre qu'elle avait tort. Elle a pris une profonde inspiration, puis a dit, à propos de ce qui s'est passé à la réunion. Je ne voulais pas le dire de cette façon. C'est juste que tout le monde regardait. Chloé venait de nous donner la photo. J'étais ému. Sa voix s'est éteinte. J'ai simplement mal choisi mes mots. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas moqué. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai simplement hoché la tête, comme quelqu'un qui examine un rapport financier avec des colonnes manquantes. Mal choisi vos mots, ai-je répété, devant 52 personnes. Mon père a parlé pour la première fois depuis leur arrivée. Nous ne pensions pas que tu réagirais comme ça. Je l'ai regardé. Donc, le silence aurait été bien, n'est-ce pas? Tant que je continuais à payer. Tant que les factures étaient couvertes, les prêts approuvés, alors peu importait que je sois effacé de la photo de famille. Personne n'a répondu. Je me suis redressé, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai ouvert l'application de notes, celle où j'avais tapé chaque dépense, grande et petite, à 2 heures du matin la nuit de mon retour de la réunion. Je ne leur ai pas montré l'écran. J'ai simplement lu à voix haute. 18 340 $ pour le prêt immobilier. 21 600 $ pour les charges. 11 100 $ pour les frais médicaux, les examens, les médicaments, y compris 2 séjours à l'hôpital pour l'hypertension de papa. 5 700 $ pour les cours de fabrication de bougies de Chloé, ses ateliers de méditation, puis un cours de gestion d'entreprise. 3 900 $ pour l'entretien de la voiture, les cartes d'essence, l'assurance, et plus de 20 000 $ en choses diverses dont je ne me souviens plus. Total, 148 000 $. En 9 ans. J'ai tout dit, sans rien omettre. Sans laisser aucune émotion interférer. Quand j'ai eu fini, ma mère a baissé les yeux vers le sol. Mon père m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. Je savais qu'ils se souvenaient, pas de chaque transaction, mais des fois où ils avaient demandé, « Peux-tu aider avec ça ?» Et je n'avais jamais dit non. Et après tout ça, ai-je poursuivi, vous vous êtes levé, avez levé votre verre et dit que je n'avais jamais aidé. Devant toute la famille, et personne n'a objecté. Personne n'a eu l'air surpris. Personne ne s'est tourné pour me regarder. Ce qui signifie que pour eux, c'était parfaitement logique. Je n'avais pas besoin qu'ils s'expliquent. Je n'avais pas besoin d'entendre, nous étions pris dans l'émotion du moment, où, Chloé traverse une période difficile. Ils avaient choisi de m'effacer facilement avec une seule phrase, sans penser que cela déferait 10 ans de sacrifices silencieux. Personne n'est obligé de me comprendre. Mais on leur a donné un choix et ils ont choisi de se ranger du côté des applaudissements, derrière le cadre photo. Finalement, j'ai dit, sans colère, sans crier, juste clairement. Si ce que j'ai fait n'est pas suffisant pour être considéré comme faisant partie de cette famille, alors à partir de maintenant, je ne continuerai pas à payer pour maintenir ce rôle en vie. Ce n'est pas une punition. C'est juste de la clarté. J'ai fermé la porte lentement, sans force, mais avec finalité. Dehors,
le soleil brillait toujours. Mais à l'intérieur de moi, enfin, il commençait à se faire froid à nouveau. J'essuyais le comptoir de la cuisine quand la sonnette a retenti. Pas un long carillon, pas impatient, juste 2 coups courts et fermes. Comme un rappel, comme si la personne à l'extérieur était sûre d'avoir encore le droit d'être là. J'ai essuyé mes mains avec une serviette et je ne me suis pas pressé. La petite fenêtre latérale donnait sur les marches de l'entrée. Chloé. Un sac en toile sur l'épaule, des sandales, les cheveux en chignon lâche, un t-shirt froissé. Son visage était tendu mais pas d'effet. Toujours Chloé, le genre de personne qui pouvait transformer un effondrement en une expérience de guérison. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle est entrée quand même, comme si elle retournait dans un endroit qui lui avait toujours appartenu. Mais ce n'était plus sa maison. Ce n'était pas la chambre où elle empruntait mon rouge à lèvres sans demander. Ce n'était pas la cuisine où je lui préparais du thé quand elle n'arrivait plus à respirer à cause de l'anxiété. C'était mon espace, payé avec mon salaire, mes heures supplémentaires, mon épuisement. Et maintenant, je me tenais au centre, sans reculer, sans m'écarter. « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais ?» a-t-elle demandé immédiatement. Sans préambule. Sa voix était un peu plus forte que d'habitude, mais pas tranchante. Comme quelqu'un qu'on vient de jeter d'un train pour lequel il pensait avoir un billet à vie. Tu ne réponds pas au texto. Tu ne décroches pas le téléphone. Maman et papa m'ont appelé 14 fois ce matin. Ils pensent qu'il t'est arrivé quelque chose. Ils pensaient que tu étais juste en colère. Mais ensuite, les paiements ne sont pas arrivés. Les comptes ont été bloqués. Les cartes ont été refusées. Ils paniquent. Je suis resté immobile, à écouter. Aucune réaction. J'étais trop habitué à ce rythme. Quelqu'un qui arrive, le chaos à la main, se demandant pourquoi je n'ai pas encore arrangé les choses. J'ai dû faire un service supplémentaire hier. Maman et papa ont dit que je devais aider maintenant, a-t-elle dit comme une accusation, comme si le fait de devoir gagner de l'argent était une sorte de trahison. Tu sais, ils dépendent de toi depuis des années, et maintenant tu coupes tout. C'est quoi ce délire? Je me suis assise sur une chaise, les bras croisés. Parce qu'ils l'ont choisi. Chloé a froncé les sourcils, confuse. Ou peut-être simplement peu disposée à comprendre. Choisi quoi? Toi, ai-je dit lentement. Juste devant 52 personnes. Maman a levé son verre, t'a regardé comme si tu étais un prix, puis s'est tournée vers moi et a dit que je n'avais jamais aidé. Personne n'a dit un mot. Personne n'a objecté. Toi non plus. Elle a secoué la tête. J'ai été surprise. Je ne pensais pas que maman dirait ça. Mais tu ne l'as pas corrigé, ai-je coupé. Tu as souri. Tu as baissé la tête, toute timide. Tu as accepté les louanges comme si elles t'appartenaient. Tu m'as laissé assise là comme une étrangère dans ma propre famille. Et puis tu m'as regardé partir sans jamais me demander pourquoi. L'air entre nous s'est alourdi. Chloé a légèrement tourné le visage. Je ne pouvais pas dire si c'était de la honte ou si elle préparait sa prochaine offensive. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc, dit-elle plus bas. Tu sais comment est maman. Elle ne réfléchit pas. Elle se laisse emporter par l'émotion. J'ai hoché la tête. Et toi, tu te laisses emporter par la performance, le rôle de la fille bien-aimée, celle sur le cadre photo, celle dont tous les parents parlent avec admiration quand ils entendent son nom. Je n'ai pas demandé ça, a-t-elle murmuré. Mais tu ne l'as pas refusé non plus, ai-je répondu. Tu as laissé faire. Et quand j'ai disparu, tu n'es pas venu me chercher. Tu n'es revenu que lorsque quelque chose a cessé de fonctionner. Quand le système que je maintenais en marche a commencé à avoir des ratés. Quand les murs se sont fissurés et que tu as réalisé que tu ne savais pas comment les réparer. Elle m'a regardé alors, les yeux commençant à s'embuer. Mais je ne me suis pas adouci. Non pas parce que je voulais la blesser, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas celle qui se mordait la langue juste pour maintenir la paix. Tu es en colère que j'ai laissé tomber maman et papa, ai-je dit, la voix lente et régulière. Mais en réalité, j'agis simplement comme si ce qu'ils croient est vrai, que je n'ai jamais aidé. Alors maintenant, ils peuvent apprendre à se débrouiller sans la main invisible. Et toi, tu peux enfin faire ce pourquoi tu as toujours été loué, les aimer. Chloé n'a pas répondu. Une larme a coulé sur une de ses joues, mais elle ne l'a pas essuyée. Elle est restée là,
comme si elle réalisait enfin que certains rôles, une fois qu'on les accepte, viennent avec de vraies responsabilités. Une minute plus tard, elle s'est retournée, a marché vers la porte. Pas de porte claquée, pas de mot final, elle est juste partie, comme si elle entrait dans un monde où, pour la première fois, elle devait payer ses propres factures. Je suis resté au milieu de la pièce, ni soulagée, ni victorieuse, mais pas non plus pleine de regrets. Juste immobile. Le genre d'immobilité qui vient quand on a cessé d'être l'échafaudage d'une famille. Et on réalise que si on ne soutient plus tout, soit ils apprendront à se tenir debout, soit ils tomberont. Je pensais que les choses se calmeraient après cette confrontation. Je me suis dit qu'ils resteraient peut-être silencieux un moment, trouveraient des solutions, cacheraient leur embarras dans les histoires qu'ils racontaient aux voisins, des histoires dont je n'étais jamais un personnage. Mais un mercredi matin, alors que je rangeais des reçus dans un tiroir, une notification est apparue du groupe Facebook « Famille Harris pour toujours ». Je n'avais pas l'intention de cliquer dessus, mais ma main a bougé avant que ma logique ne puisse l'arrêter. Ma mère avait publié une photo claire et bien éclairée. Tout le monde souriait devant le chalet au bord du lac, comme s'il venait de terminer des vacances parfaites. Ils se tenaient en une rangée nette. Mes parents, Chloé, quelques oncles et tantes, une poignée de cousins, et moi. Je n'y étais pas. Pas un seul espace où l'on aurait pu même m'imaginer. Je n'étais pas sur la photo, tout comme je n'avais pas été dans le discours de remerciement ce soir-là. La légende était dans le ton habituel de ma mère, juste assez sentimentale, juste assez douce pour réchauffer le cœur de quiconque ne connaissait pas la vérité. La famille, c'est tout. Même quand quelqu'un l'oublie. Je n'étais pas surprise. Mais il y avait quand même une piqûre, pas de douleur, pas de trahison, juste du froid, comme la coupe nette d'une paire de ciseaux bien aiguisés à travers une courte pointe que l'on croyait encore intacte. Juste en dessous de la publication, les parents ont commencé à commenter. Une tante du côté de mon père a écrit « Tu as raison. La famille, c'est là où tout commence et où tout se termine. » Un cousin dont je n'ai jamais été proche a mis un emoji cœur. Quelqu'un d'autre a commenté « Chaque famille a quelqu'un qui s'éloigne, mais l'amour attendra toujours son retour. » J'ai lu chaque commentaire, non pas parce que je cherchais mon nom, mais parce que j'avais besoin d'être sûr que personne ne dirait la vérité. Et j'avais raison. Ils ont choisi le chemin le plus facile, prétendre que je n'avais jamais existé. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas publié de réfutation. Je n'ai pas réagi avec un visage en colère, ni écrit de statut vague sur le fait d'être oublié. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour argumenter, mais pour faire ce que j'ai toujours fait de mieux, rapprocher les comptes, compiler, lister. J'ai déterré chaque reçu par email des 9 dernières années, les relevés bancaires numériques, les captures d'écran des virements, les emails de remerciement des cabinets médicaux, les factures de services publics, électricité, eau, gaz, les textos de Chloé demandant de l'aide quand son compte était à découvert, les confirmations de frais de scolarité, les réservations de vol de dernière minute. Chaque petit morceau de preuve dispersé, une fois assemblé, racontait une histoire qu'il n'avait jamais pris la peine de raconter. Je les ai tous rassemblés en une seule publication. Pas de légende, pas d'interpellation, pas de drame, juste des images. Chaque image, un paiement. Chaque paiement, une partie de ma vie qui n'a jamais été reconnue. Et enfin, j'ai ajouté une seule ligne. Dépenses totales sur 9 ans, 148 330 $. Pas d'attente, pas d'exigence, pas de regret. Mais plus rien non plus. J'ai mis la publication en mode public. Je n'ai identifié personne. Je n'ai pas mentionné ma mère. Je n'ai pas fait référence à la réunion. Je n'ai pas dit que la légende parlait de moi, parce qu'ils savaient. Ils savaient tous. Et je n'avais pas besoin de souligner l'évidence. Je l'ai publié à 10h42. J'ai fermé mon ordinateur à 10h45. Pas de rafraîchissement, pas d'attente. J'ai préparé le déjeuner, nettoyé la salle de bain, arrosé les plantes, changé les draps. Des choses petites, calmes, le contraire de ce que j'avais fait pendant 9 ans pour empêcher une structure en ruine de s'effondrer. Cet après-midi-là, j'ai de nouveau regardé mon téléphone. La publication avait été partagée, pas par moi, mais par les personnes qui s'étaient autrefois tues pendant que ma mère m'effaçait en public. Quelqu'un m'a envoyé un message, je n'avais aucune idée que tu avais fait tout ça. Un cousin a écrit, je suis désolé de n'avoir rien dit ce soir-là. Quelqu'un a envoyé un emoji de visage en pleurs.
Un autre a envoyé un verset de la Bible sur le pardon. Et ma mère. Pas un mot, pas une réponse, pas même une suppression de sa publication. La sienne était toujours là, comme si j'avais disparu sans raison. Puis est venu un message de Chloé, sans ponctuation, sans émoji, juste 3 mots froids et secs. Il faut qu'on se parle. J'ai fixé cette ligne sur mon écran pendant un long moment, non pas parce que j'allais répondre, mais parce que je savais que pour la première fois de sa vie, Chloé ne me contactait pas parce qu'elle voulait de l'amour. Elle me contactait parce qu'elle réalisait enfin que lorsque celui qui tient le centre s'effondre, tout le reste commence à s'écrouler. Je pensais qu'il ne reviendrait pas. Je me suis dit qu'après cette publication, après le message de Chloé, après tout le silence pesant entre des gens qui s'appelaient autrefois famille, l'histoire se terminerait là. Pas besoin de conclusion, pas d'excuses, juste chaque personne se retirant discrètement. Mais ils sont revenus. Sans drame, sans avertissement. Ne portant plus la posture ou la fierté de gens qui croyaient avoir raison. Juste 3 silhouettes debout sur mon porche par un après-midi gris, comme s'ils venaient de traverser un hiver sans chauffage. Je les ai vus par la fenêtre de la cuisine. Ma mère se tenait au milieu, plus petite que dans mon souvenir. Ses cheveux en désordre, son visage comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Elle portait ce même vieux cardigan, autrefois son armure émotionnelle, maintenant froissée et sans forme. Mon père se tenait un peu en retrait, les mains dans les poches, des baskets usées, les épaules voûtées comme si son vieux mal de dos était revenu. Chloé se tenait sur le côté, son sac en toile délavé en bandoulière, des cernes sous les yeux, et un visage qui n'avait plus rien à soutenir. Pas de lumière, pas d'espoir, pas d'énergie de fille bienveillante. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait été projeté dans la réalité sans avoir eu le temps de se préparer. J'ai ouvert la porte mais je ne suis pas sorti. Je ne les ai pas invités à entrer, je ne leur ai pas serré la main, je n'ai pas souri, même pas poliment. Je suis juste resté là, une main sur le cadre de la porte, maintenant la ligne tracée comme pour leur rappeler que c'était ici que j'avais appris à respirer après avoir cessé d'être le poumon d'urgence pour toute la famille. Ma mère a parlé la première, comme elle le faisait toujours quand elle était la porte-parole désignée des émotions du foyer. « Je suis désolée. » dit-elle, sa voix presque sans ton. Nous n'aurions pas dû dire ces choses. N'aurions pas dû garder le silence. N'aurions pas dû te laisser seul. Mon père n'a rien dit, il a juste regardé le bout de ses chaussures. Chloé n'a pas interrompu. Elle est restée silencieuse aussi, mais pas sur la défensive, pas en essayant de s'expliquer, ne portant plus l'expression de « je ne savais pas » ou « je ne voulais pas ». Pour la première fois, ma sœur est venue à moi sans costume. Je n'ai pas hoché la tête, je n'ai pas fait semblant de pardonner, je ne me suis pas caché dans le genre de silence que ma famille considérait autrefois comme une résolution. Je les ai juste regardés pendant un long moment. Puis j'ai dit, ni fort, ni doucement, juste clairement, je ne suis plus la fille qui endure. Pas celle qui maintient tout debout en silence. Pas le nom qui n'est mentionné que lorsqu'une facture est due. Ma mère a hésité. Peut-être attendait-elle que je m'adoucisse. Peut-être espérait-elle que je lui offre une issue. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'étais plus là pour alléger le fardeau de qui que ce soit. Chloé a baissé la tête. Sa main s'est resserrée sur la sangle de son sac comme si elle se stabilisait. J'ai déménagé, a-t-elle dit après une longue pause. J'ai mon propre appartement. C'est petit, mais je me débrouille. Je n'ai pas demandé, est-ce que ça va? Cette question avait autrefois été ma responsabilité pour toute une vie. Maintenant, je la retournais au monde. Un mois plus tard, j'ai appris que mes parents avaient mis la maison en vente. Pas parce qu'ils me l'ont dit, mais parce qu'un parent m'a envoyé une photo du panneau, à vendre, planté sur leur pelouse. Cette maison, celle dont j'avais discrètement payé le prêt immobilier pendant près d'une décennie, celle que j'avais portée avec des heures supplémentaires, des repas sautés, un sommeil interrompu. Ils l'ont vendue en dessous du prix du marché parce qu'ils avaient besoin de déménager rapidement. Ils ont déménagé dans une location plus petite en périphérie, un complexe délabré, des murs fins, des lumières de couloir vacillantes, comme une scène de film à petit budget. Je ne leur ai pas rendu visite, je n'ai pas regardé en arrière. Je le savais seulement parce que ce même cousin m'a envoyé une autre photo. Ma mère arrosant une plante flétrie devant la nouvelle unité. Terre sèche, l'eau s'égouttant en gouttes lentes et réticentes. Chloé était toujours dans son appartement de location. Un petit studio, même pas 45 mètres carrés, dans le sud de la ville. Elle travaillait dans un café,
publiait occasionnellement des stories sur la vente de bougies, mais plus de hashtags de « guérison » ni de légendes sur la gratitude. Des histoires courtes, moins de mots, des couleurs fanées. Je ne l'ai pas désabonné, mais je n'interagissais pas non plus. Je voyais juste et laissais faire. Et moi? J'ai continué à vivre. Pas de fin nette. Pas de réunion télévisée. J'ai juste vécu sans avoir à m'expliquer, sans avoir besoin de justifier mon absence. Je n'avais pas besoin de revisiter l'ancienne maison ou de me demander si j'étais allé trop loin. Parce que je savais que le prix d'un long silence est que quelqu'un comme moi peut être effacé d'une histoire, même après y avoir consacré près d'une vie. Je ne suis plus en colère contre eux, mais je ne suis plus avec eux non plus. Je ne raconte pas cette histoire pour faire pitié. Je la raconte pour que quelqu'un puisse y entendre sa propre voix. Dans la souffrance silencieuse, le rôle qui ne finit jamais est les silences que nous endurons parce que nous pensons être celui qui comprend. Je suis sorti et cette fois, je n'ai rien laissé derrière moi. Je pensais que je garderais tout cela pour moi. Que le silence était le moyen le moins douloureux de mettre fin à une relation qui s'était déjà fissurée il y a longtemps. Mais quand on reste silencieux trop longtemps, les gens oublient qu'on a une voix, qu'on est aussi une fille, une sœur, une partie du portrait de famille qu'ils accrochent fièrement à chaque Thanksgiving. J'étais autrefois sur cette photo, quelque part. Mais un jour, j'ai réalisé que j'avais été effacé et que personne n'avait même pris la peine de prendre la gomme. Et vous savez quoi? Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'était pas la phrase « elle n'a jamais rien fait », dite devant 52 personnes. C'était le fait que personne n'a pensé que c'était mal. Personne n'a tressailli. Personne ne s'est tourné vers moi pour dire « ce n'est pas vrai ». Elle a toujours été là. Ils n'ont rien dit parce que pour eux, mon silence signifiait mon accord. Signifiait mon invisibilité. J'avais l'habitude de tout porter en croyant que si je n'aidais pas, qui le ferait? Je me convainquais que c'est comme ça que sont les familles. Certaines personnes se sacrifient et d'autres sont aimées. Mais j'ai fini par comprendre que si le seul moment où l'on est autorisé à rester dans une famille est quand on continue à payer, à porter le fardeau, à céder de la place pour que quelqu'un d'autre brille, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. Et il n'y a pas de certificat de naissance assez sacré pour transformer l'exploitation en affection. Certaines personnes grandissent en croyant que la famille est éternelle, que peu importe à quel point on a tort, à quel point on est fatigué, quelqu'un nous ouvrira toujours la porte pour rentrer à la maison. Mais d'autres, comme moi, apprennent à travers les nuits où personne ne prend de nouvelles, à travers les factures que nous imprimons et payons en silence, à travers les séances photos que nous payons mais où nous n'apparaissons jamais, que la famille n'est pas toujours un endroit où l'on rentre chez soi. Parfois, c'est l'endroit que l'on doit quitter pour se sauver. Le véritable amour ne vient pas avec des conditions. Ce n'est pas un chèque de paie. Ce ne sont pas des virements mensuels. Ce n'est pas être celui qui comprend ou celui qui est fiable. Le véritable amour, c'est être autorisé à exister sans avoir à prouver sa valeur. C'est être reconnu sans avoir à soutenir le toit tout seul. Et si un lien n'existe que lorsque vous payez pour y garder votre place, alors peut-être n'a-t-il jamais vraiment existé. Je n'ai plus besoin qu'il s'excuse. Je n'ai pas besoin qu'il retire la publication, réécrive le discours ou recadre le passé. Je n'ai besoin de rien de leur part car pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose que je pensais être un luxe, le calme qui vient du fait de ne plus rien devoir à personne dans la famille que j'ai autrefois essayé si fort de maintenir unie. Je ne raconte pas cette histoire pour être plainte. Je la raconte pour que si vous, quelque part, êtes coincé à jouer un rôle que vous n'avez jamais choisi, vivant comme une ombre sous les projecteurs de quelqu'un d'autre, donnant des parties de vous-même chaque mois pour empêcher une famille de s'effondrer alors que personne ne connaît même votre nom, vous sachiez que vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas ingrat. Vous êtes juste quelqu'un qui a assez enduré. Partagez cette histoire si vous avez déjà été celui ou celle qui portait toute la famille en silence. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Racontez-la simplement pour que quelqu'un d'autre puisse s'y reconnaître. Et si ce n'est jamais votre cas, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui pourrait être en train de faire ça pour vous en ce moment? Sans se plaindre, sans exiger, sans attirer l'attention, juste en empêchant silencieusement tout de s'effondrer. Si vous voulez suivre des histoires comme celle-ci, des histoires vraies, pas le genre qui tient dans une carte de vœux, abonnez-vous. Parce qu'ici, nous ne racontons pas de contes de fées. Nous racontons ce qui s'est réellement passé. Les choses que parfois, une seule personne dans toute la famille ose dire à voix haute.